Aujourd'hui, donc, l'idée, c'est de parler de comment concilier la gestion intégrée des eaux pluviales et la route. Sous ce terme-là, en fait, c'est l'idée que on a des normes qui ne sont pas forcément compatibles pour gérer les pollutions accidentelles, pour faire tout simplement de la GEP, en fait. Et sur certains chantiers, moi, quand j'ai pris mon poste, j'ai fait une petite enquête en fait en interne pour voir quels étaient les sujets qui pouvaient intéresser au sein du réseau Redagio, les actions qu'on pouvait entreprendre. Et ce sujet-là, clairement, a beaucoup récolté d'approbation. Il y a un vrai besoin, en fait, de pouvoir échanger sur ces questions-là. Sophie Gribus de Rennes Métropole nous en parlera un petit peu plus en fin de présentation. Et voilà, donc il y avait plein d'expériences relatées par les techniciens qui montraient que c'était nécessaire de pouvoir échanger là-dessus. Voilà, donc là, l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir des personnes de Nantes Métropole, pardon, qui vont nous présenter deux cas d'études, enfin deux chantiers qu'ils ont menés, un à Boye et un à La Chapelle-sur-Erdre. On va commencer avec Yaosen, avec Vincent Monconduit, qui est avec son collègue euh, de, euh, de Nord-Sud Ingénierie, pour présenter ce qui s'est passé, donc les arbitrages qui ont eu lieu sur l'aménagement d'une voie départementale à Merdrignac. Et à la fin, je donnerai la parole. Alors, il y a aussi Raphaël Cano qui va nous présenter les politiques de l'AGIEP qui sont mises en place au sein de Nantes Métropole de façon plus large. Et je donnerai la parole à la fin à Sophie Gribus de Rennes Métropole, qui est un peu à l'origine de cette réflexion-là, avec un nœud qui avait été bien identifié sur un projet et voilà, qui a montré qu'en fait, il y avait vraiment besoin d'échanger sur ce sujet-là. Voilà. J'arrête le partage. Je te passe la main, Vincent, si ça te va. Hop, est-ce que c'est bon? Vous voyez mon écran, du coup? Oui, c'est bon, Ok, tout à fait. super. Euh, donc nous, on est un bureau d'études Yaosen. Donc on est un bureau d'études environnement. On travaille sur plusieurs thématiques et notamment la gestion des eaux pluviales. Et donc on va vous présenter un retour d'expérience sur un projet de réaménagement de voirie de départemental sur la commune de Merdrignac, sur lequel on a travaillé donc, avec le bureau d'études Nord-Sud qui assure la maîtrise d'œuvre de ce projet-là. Donc l'idée, c'est de présenter à la fois la méthode qu'on a utilisée et les échanges qu'on a pu avoir, notamment avec le département, les freins et on va dire un peu les résultats de tout ça. Alors, tac. Alors, pour poser un petit peu le cadre du projet, donc on est sur un périmètre de 1 hectare 65, donc c'est un assez gros projet quand même de requalification de voirie, sous maîtrise d'ouvrage de la commune de Merdrignac, avec l'accompagnement l'AMO de l'ADAC 22, l'Agence départementale d'appui aux collectivités. Donc, le gestionnaire de la départementale, bien sûr, c'est le département des Côtes-d'Armor. Et donc, on est intervenu, nous, pour la partie hydraulique, gestion des eaux pluviales, et le bureau d'études Nord-Sud pour la partie VRD. Alors, bon, c'était un marché public de mission de maîtrise d'œuvre, on va dire, assez classique, qui ne prévoyait pas spécifiquement de mise en place d'une gestion intégrée des eaux pluviales ou de déconnexion des eaux pluviales. On avait quelques notions, mais on restait dans l'appel d'offres sur vraiment du dimensionnement de réseau. Euh, donc, c'est quelque chose qu'on a proposé dans le cadre de l'audition. N'hésite pas à compléter, hein, Alexandre, si tu veux. Bah, Et si tu puis, veux, je vais intervenir cette intervention. Donc, ouais, en effet, donc au niveau de l'audition, donc on était trois candidats retenus. Bon, il y avait un sujet donc au niveau du pluvial, mais la déconnexion, la GEP n'était pas une demande spécifique dans le cadre de la consultation. Nous, au moment de l'audition, donc on a mis bah, en valeur les, euh, les qualités du site, les avantages et le potentiel qu'on avait. C'est un projet qui est structuré, qui a deux visages en fait. On a une partie qui est assez urbaine avec un bâti resserré et une deuxième partie qui est beaucoup plus ouverte avec des lotissements, mais une départementale avec des larges accotements.
Donc, on a mis ça en avant et disant qu'il y avait un potentiel d'essayer justement de proposer des choses innovantes et en partant justement sur une possibilité de créer des ouvrages d'infiltration, d'avoir une notion assez écologique sur ce projet. Et je pense que c'est entre autres un des éléments qui a permis qu'on soit sélectionné pour ce dossier-là. On a eu des élus qui ont été assez sensibles par rapport à ce discours ou du moins notre proposition. Je te laisse continuer, Vincent. Ouais, pas de souci. En termes de méthode, du coup, bah, on a l'habitude de travailler avec Nord-Sud. Donc, euh, on se complète sur les différentes phases du projet. On intervient dès l'esquisse avec un diagnostic hydraulique. En phase avant-projet, on est plus sur de la partie un peu plus technique, de dimensionnement hydraulique. Et après, on met tout ça un peu en musique, on va dire ensemble, en phase pro. Alors, en phase de diagnostic, donc l'idée, c'est déjà de faire une analyse de l'existant, c'est-à-dire de voir comment sont gérées les eaux pluviales actuellement, où sont positionnés les réseaux, et aussi d'évaluer le potentiel, on va dire, d'infiltration, de déconnexion des eaux pluviales. Comme vous pouvez le voir sur la photo de droite, sur certains secteurs, comme le disait Alexandre, on a des zones où on a des accotements de voiries qui sont végétalisés. Et on pourrait très bien imaginer assez facilement de laisser couler les eaux dans ces espaces verts pour pouvoir les retenir et les infiltrer. Dans certains cas, ça nécessite surtout une suppression de bordure et on va dire euh, de, on va dire excaver un petit peu de terre végétale pour avoir une zone de rétention et d'infiltration. On, voilà, à ce stade-là, on part sur des grands principes, hein, c'est-à-dire, bah, voilà, on a des espaces verts, on peut gérer les eaux pluviales à l'intérieur, on a de la requalification, de la rénovation de stationnement. L'idée, c'est de mettre en place un revêtement poreux avec une grave drainante en dessous qui va permettre de retenir et d'infiltrer les eaux pluviales. Euh, et donc, à chaque stade du projet, donc on a présenté les propositions, on a présenté les orientations pluviales avec quelques petits schémas, avec quelques propositions. On n'en est pas encore là au stade des dimensionnements hydrauliques, mais l'idée, c'est de faire valider, de faire valider ces orientations pour qu'on puisse après travailler un peu plus dans le détail. Et donc, à chaque phase d'étude, on a présenté la gestion pluviale, les propositions de déconnexion, et ça a été plutôt bien accueilli au stade esquisse, au stade AVP, à la fois par la commune, par l'assistant à maîtrise d'ouvrage et également par le conseil départemental des Côtes-d'Armor. Euh, c'est au stade pro que ça a commencé à être un peu plus compliqué dans les échanges, dans la validation de la gestion pluviale, notamment enfin, surtout avec le conseil départemental. On en parlera un petit peu après. Euh, Tu peux intervenir, Vincent? Oui, oui, vas-y, n'hésite pas. Ouais. Ouais, justement, sur ce dossier-là, mis à part le côté technique, ça a été vraiment ce qui était assez surprenant, c'est sur les échanges. Donc, comme je dis bien, sur l'audition, on avait face à nous, donc évidemment, la collectivité et l'AMO, donc représenté par la DAC. Donc, justement, qui étaient des gens qui étaient sensibles par rapport à ce discours-là. Et le département est intervenu dès l'esquisse, pardon, le diagnostic. Et donc, comme disait Vincent, était à l'écoute, pas d'objection particulière, etc. Donc, le projet, les plantations se sont déroulées plutôt bien. Euh, un point qui est assez important, c'est que en fait, moi, j'avais ce dossier-là aussi avec Eosen, mais on travaillait en parallèle sur un autre dossier qui était sur la commune de Quessoy. Il y a Frédéric Levé qui est présent aujourd'hui et qui pourra en témoigner. On était un peu sur ce principe-là, un peu plus en amont, mais donc aussi donc sur une départementale, et on s'est retrouvé avec un autre représentant d'une autre agence qui, par contre, a été tout de suite fermé sur ce sujet. Donc, j'avais un projet donc, sur Quessoy où, en soi, le discours du département, c'était catégorique, c'était non, même en ayant des arguments pour essayer de contrecarrer ou essayer justement d'expliquer qu'on pouvait faire des choses. Le discours était totalement fermé.
alors que sur Merdrignac, c'était totalement l'inverse. Donc, les choses sont avancées et au moment de la présentation du pro, la phase pro, on a eu un changement, un retournement de situation où le représentant du département, cette fois-ci, a eu un discours à son tour totalement fermé. Je ne sais pas, c'est des suppositions, mais est-ce qu'il y a eu un consensus ou un échange entre les agences du département pour qu'ils se rendaient compte qu'il y avait justement une évolution sur les projets et que eux, il fallait qu'ils fassent consensus et qu'ils aient un discours commun sur le fait que la départementale, on n'y touche pas et les abords, on prend des grosses sécurités vis-à-vis de l'infiltration. Voilà, je te laisse continuer, Vincent. Yes. Euh, du coup, on avance un petit peu dans la méthode, dans les dimensionnements. D'abord, la première chose, quand on a un projet de requalification, de rénovation, c'est de désimperméabiliser avant de penser déjà à l'infiltration, à la déconnexion. Et donc, on a pu travailler sur l'esquisse, enfin, Alexandre a pu travailler sur l'esquisse aussi pour essayer de gagner un petit peu de surface en espace vert. Alors, on avait une zone qui était déjà pas mal végétalisée, une zone un peu plus dense sur laquelle on a réussi à avoir un petit peu plus d'espace vert. Donc, on a un coefficient de ruissellement qui a été légèrement diminué. Ensuite, on a travaillé par secteur, par bassin versant. L'idée, c'était vraiment de voir zone par zone, selon les opportunités, ce qu'on pouvait déconnecter, ce qu'on pouvait infiltrer dans les espaces verts, euh, pourquoi pas sous les stationnements. Alors, sachant aussi que potentiellement, on avait des zones sur lesquelles la structure devait être reprise. Et donc, l'idée, c'était aussi de profiter de cette reprise de structure de voirie pour intégrer une structure drainante et déconnecter les eaux de ruissellement. Euh, donc, on a travaillé après avec Alexandre sur les coupes, sur du principe. Je peux te laisser un peu prendre la main si tu veux, Alexandre, là-dessus. Ouais, donc bah, l'idée donc étant de récupérer les eaux, déjà, premièrement les eaux de ruissellement de la voirie, donc on a retravaillé les profils. Là, on avait une chaussée déjà qui partait un peu dans tous les sens. On a retravaillé pour avoir des verres qui soient bien dirigés sur les zones d'espace vert qui étaient plus facilement adaptées à récupérer ou avoir des ouvrages, du moins en termes d'emprise. Donc, avec des dessins de nous, on a favorisé ou privilégié d'avoir des liaisons douces d'un côté pour avoir un autre côté de la voirie qui soit plutôt paysager et justement en capacité de récupérer ces eaux de pluie. Donc, voilà ce travail qu'on a fait. Et nous, on essayait d'optimiser ces espaces, ces surfaces, on dessinait les ouvrages et en fait, qui déterminait des volumes qu'on donnait ensuite donc à Yaosen pour qu'il puisse dimensionner justement le niveau de récupération qu'on pouvait faire. Et donc, secteur par secteur, à chaque fois, on a pu, selon les opportunités, selon les propositions pluviales, déterminer une lame d'eau déconnectée selon les volumes de rétention qu'on pouvait obtenir sur chaque secteur. Évidemment, l'objectif, c'est d'abord de maximiser l'infiltration, la rétention et l'infiltration en espace vert. Euh, mais dans certains cas, dans pas mal de cas, on a aussi optimisé avec un peu de structure drainante sous les espaces verts pour avoir une lame d'eau déconnectée un peu plus importante. Euh, et donc, c'est au stade pro que les choses se sont un petit peu corsées. Je te laisserai compléter, Alexandre, après, mais du coup, le département a fait part de ses craintes par rapport à la gestion pluviale qu'on proposait, surtout par rapport à la peur de la présence de l'eau dans la structure de voirie existante et à proximité. Donc tout ce qu'on avait un peu proposé, c'est-à-dire de laisser ruisseler l'eau dans les espaces verts, de la retenir, de l'infiltrer, à proximité directe de la voirie, ça a été remis en question. Et donc il a fallu qu'on propose des adaptations et qu'on se mette d'accord sur des compromis.
qui nous semblait pas forcément pertinent, nous, techniquement, mais pour conserver le projet de déconnexion et pour déconnecter des lambdos assez importantes sur les différents secteurs. Je te laisse compléter, Alexandre. Ouais, tout à fait. Donc, alors la chance qu'on a eu aussi quand même, et ce qui est hyper important, je pense aujourd'hui, quand on veut faire de la gestion intégrée, c'est d'avoir une équipe, au moins des élus qui soient motivés, qui soient décidés à aller jusqu'au bout, parce que c'est vrai que quand on a eu cette réunion où le département a montré qu'il ne souhaitait pas qu'on aille là-dessus, ou qu'on minimise ou qu'on prenne un maximum de sécurité, c'est vrai que les élus bah, ont fait part de leur souhait que bah, non, il fallait changer les lignes et qu'on essaye de faire au mieux, et qu'ils étaient prêts à suivre le bureau d'études. Donc, ce qui nous a permis aussi d'avoir un peu de crédibilité et puis essayer d'appuyer un peu cette volonté dans le projet. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même dû eh ben, écouter leurs doléances et trouver ce compromis. Donc, la demande était au niveau du tapis, au niveau du bord de chaussée, d'avoir 1 mètre de recul par rapport, euh, par rapport à la structure de la départementale et de créer une barrière étanche. Donc, là, la proposition a été faite de prévoir des matériaux argileux, ce qui fonctionne, qui prend de la place. On est bien conscient que la place qui est prise, c'est la place qui n'est pas utilisée pour la gestion. Donc, on pouvait aussi prévoir avec une géomembrane, des choses comme ça. C'était pas un souhait dans l'inquiétude où le jour où il y avait des reprises de tranchées, etc., les travaux auraient coupé cette géomembrane, auraient permis d'infiltration. Donc, c'est toujours des petits arguments qui étaient un peu déroutants parce que c'est pas une ouverture de tranchée qui va impacter sur toute une surface de départementale. Mais voilà, on était obligé d'un peu les écouter pour pouvoir avancer. Oui, et donc même des nous qui auraient pu, en bordure de voirie, infiltrer, retenir l'eau, ont dû, pour certaines, se transformer uniquement en nous de collecte pour éloigner l'eau de la voirie. Voilà, c'est vraiment pas des choses qu'on aime faire, mais on a été obligé de trouver des compromis. On a aussi réalisé des essais de perméabilité. Alors, ils ont été réalisés assez tardivement en phase pro. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a pu en faire directement dans la structure de voirie, ce qui n'est pas souvent le cas, hein, parce que c'est pas simple quand même d'aller ouvrir la voirie juste pour faire des essais de perméabilité. Et donc, on a pu, avec la commune, directement réaliser ces essais. Donc ça, c'est plutôt intéressant et des perméabilités qui étaient globalement très bonnes, assez hétérogènes. Euh, et donc, ça nous a permis tout ça de finaliser le travail de conception avec les compromis que tu présentais, Alexandre. Euh, donc, un projet qui n'est pas forcément complètement satisfaisant et qu'on aimerait améliorer, mais globalement, quand même, sur un projet qui initialement n'envisageait pas la déconnexion des eaux pluviales, on a pu quand même avoir une lame d'eau déconnectée assez importante, alors assez variable selon les secteurs, mais une surface imperméable déconnectée de d'1,4 hectare, donc c'est pas négligeable quand même. C'est vrai que tout projet de renouvellement, de requalification aujourd'hui, on peut pas se dire on fait comme avant, on remet les tuyaux, on remet les réseaux. Il faut vraiment en profiter pour déconnecter. Après, voilà, on aurait aimé aller plus loin. C'est ce qu'on prévoyait dès le départ, hein, en simplifiant encore la gestion des eaux pluviales, en infiltrant en bordure de voirie, sachant que sur de nombreux projets qui sont pas sur des zones départementales, on arrive à faire ça, hein, dans de la requalification de voirie communale. On arrive à infiltrer directement dans la structure de voirie, hein. Donc, ce n'est pas un souci technique pour nous. On aurait aimé maximiser encore plus la déconnexion en espace vert et dans l'optique aussi d'optimiser les coûts, d'optimiser l'entretien, puisque dès qu'on met en place un regard, une grille, un drain, eh ben, il peut y avoir de l'entretien derrière. Et ce qui aurait été aussi encore plus intéressant, c'est de profiter du renouvellement de la structure sur les secteurs qui en avaient besoin
pour retenir et infiltrer l'eau directement dans la structure. Euh, donc l'idée, les perspectives qu'on voit, nous, sur ce type de projet-là, c'est et c'est entre autres l'objectif hein, de ce webinaire, c'est vraiment d'échanger, d'avoir des retours d'expérience avec les conseils départementaux et pourquoi pas aussi de faire évoluer les normes notamment vis-à-vis de la voirie, et pourquoi pas avoir des normes, peut-être des obligations, en tout cas, de se poser la question à chaque fois qu'on reprend une voirie, à chaque fois qu'on reprend euh, qu'on requalifie une place, des stationnements, d'être obligé, entre guillemets, alors je sais pas, être obligé, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas de se reposer la question et de pas refaire ce qu'on a pu faire précédemment, c'est-à-dire mettre de l'enrobé partout et tout collecter et tout évacuer le plus vite possible vers le milieu naturel, quoi. Alors, Je sais pas si tu veux je conclure, pense que Alexandre. Vincent a pas totalement tort quand il dit qu'il faudrait qu'à un moment donné, on arrive à obliger. Parce que c'est vrai qu'il y a des habitudes depuis des décennies sur le tuyau, sur guider l'eau, En fait, moi, j'ai appris mon métier aussi. On me disait que le premier souci à régler, c'est l'eau. En fait, bah, l'eau fait peur. Et c'est vrai il y a un changement de mentalité. Et c'est vrai on peut avoir des élus qu'il faut convaincre. On a des services techniques qu'il faut convaincre. On a des intervenants, des concessionnaires, etc., dans tous les sens qu'il faut convaincre. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faudrait sortir un peu des dogmes du CEREMA, de tout ce qu'on veut, et essayer d'être un peu innovant. Et je pense que les visites, les réalisations, etc., pour tout le monde, ce serait une bonne chose. Un peu d'enlever ce mot de la GIEP qui fait peur un peu à tout le monde. Je pense qu'il faut le prendre avec le sourire. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux pour votre présentation. On a le temps, on a 3 minutes pour des questions et des échanges si vous en avez. Ça peut être, vous pouvez lever la main, je vois Benoît qui lève la main, ou sinon n'hésitez pas à mettre dans le clavardage. Benoît, au ingénierie. Oui, bonjour à Vas-y. tous. Merci pour cette présentation à tous les deux, c'était super. Juste une petite chose, c'est qu'en fait, on peut s'inspirer du fascicule 70-2, la deuxième partie qui décrit les modalités de réalisation de structures poreuses. Le fascicule 70, c'est le CCTG, hein, donc le cahier des clauses techniques générales, qui s'applique à tout le monde. Et donc, du coup, il est opposable au département en leur disant, mais écoutez, voilà, on a un cahier des clauses techniques générales qui est là, qui est fait pour être appliqué. Et là-dedans, donc, un, ça prouve que ça fonctionne, que c'est quasi, entre guillemets, normé. Et deuxièmement, ça ajoute des éléments de précision sur les types de granulats et notamment la rugosité, enfin l'angularité des cailloux à mettre en œuvre, et également les différences de diamètre qui sont à retenir avec toujours une gradation de 3 entre la plus petite, plus petit matériau et le plus gros matériau. Donc il faut être de là. Donc de la 20-80 par exemple est très bien. Par contre de la 20-40 est à proscrire. OK. Ok, très bien. Je vois que Frédéric Levet approuve ce message. Monsieur ou Madame Sillonneau a levé la main également, si je ne me trompe pas. Et si le micro ne marche pas, c'est pas grave. Oui, Monsieur Caudrelier. Oui, bonjour. Je suis Jean-François Caudrelier de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Juste une question. J'ai pris en fait la réunion en milieu, donc peut-être vous aviez présenté en fait les solutions pour la voirie, c'est d'éviter finalement qu'il y ait du sable, faire une structure de chaussée peut-être en grave, donc qui soit moins sensible aux infiltrations d'eau. Vous vous avez ce type d'aménagement, vous avez développé ce type d'aménagement en fait de structures de voirie finalement qui sont moins sensibles aux infiltrations d'eau et donc finalement qui éviteraient de devoir déporter l'eau finalement dans des nous à 1 mètre ou à 2 mètres de la voirie. Alors, déjà, sur ce projet-là, au niveau de la départementale, on a été sur du rechargement et on avait, je pense, une structure existante qui n'était pas forcément extraordinaire. Donc, c'est vrai il prenait une sécurité par rapport à ça. En fait, il voulait la protéger parce que dans l'inquiétude de toucher quelque chose qui est peut-être déjà délicat aujourd'hui.
Alors, je ne sais pas si je réponds bien à la question, parce que je n'entendais pas très bien. Oui, oui, en fait, il y avait déjà, vous n'avez pas pu reprendre complètement la structure de voirie pour, notamment tout ce qui est lit de pause, pour pouvoir, en Non. fait, voilà, c'est ça. Donc finalement, vous deviez faire avec et donc évacuer l'eau loin. Ouais, tout à fait. Alors, il y avait une partie qui était à purger. On avait un linéaire qui est quand même assez conséquent. On avait une centaine de mètres de structure à refaire. Mais on l'a évoqué en fait. Mais on s'est retrouvé en fait. C'est vrai que sur les fascicules, il y a des choses qui sont dites, mais là, on s'est retrouvé sur un discours qui était des personnes qui étaient totalement fermées en fait. Donc, c'était compliqué même d'argumenter, et d'avoir des éléments pour contrecarrer. On était face à des, voilà, c'est non, on veut pas ça. OK, les accotements, en décalé, etc. Mais voilà, l'échange n'allait pas beaucoup plus loin que ça. Hmm. Ok. Ouais, il y a une peur un peu de l'eau dans la voirie, alors que justement, l'idée, c'est d'utiliser la structure de voirie pour gérer l'eau. Euh, et donc, les échanges peuvent être des fois constructifs et des fois un peu plus compliqués. Ouais. Oui, oui, c'est ce que vous disiez. Dans certaines communes, ils acceptent l'idée, alors que voilà, là, ça n'avait pas pu passer d'utiliser la structure comme réservoir et comme zone d'infiltration des eaux de pluie. Ok. Ouais. Bon, après, eux, ce qui mettent vraiment en avant, c'est que OK, ça peut se faire, mais eux, ils ont peur de la dégradation, de la tenue dans le temps, et que s'il y a des dégâts, c'est eux qui vont être responsables. Donc en fait, ils mettent surtout un problème de responsabilité dans le temps, et n'ayant pas de recul, etc., c'est un peu leur discours. Si un jour il y a des dégradations, ce sera à cause de ça. Mm. Oui. Voilà. Raphaël Cano. Oui, donc Raphaël de Nantes Métropole, merci pour la présentation, c'était très instructif. J'avais une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà réalisé ce genre de projet avant qui aurait peut-être pu servir d'exemple pour vos interlocuteurs qui n'étaient pas favorables? Je dis ça parce que nous aussi, on a toujours des problématiques de réticence et toujours de faire une sécurité à l'aval avec un point de rejet vers le réseau au cas où ça déborde, au cas où on ne puisse pas gérer toutes les pluies. Et c'est vrai que je pense que nous aussi, on n'a pas encore tous les reculs pour pouvoir citer des bons exemples sur notre territoire. Donc voilà, je voulais savoir, vous, si c'était un peu le premier pour vous d'aller jusque-là dans les projets. Alors pour nous, c'était un premier. Alors ça fait un petit moment qu'on est dans cette réflexion de gestion intégrée. Alors on a commencé à le faire donc enfin, c'est vraiment Yaosen qui nous a tendu la perche, qui nous a amené sur ce sujet-là il y a 4-5 ans maintenant, je pense. Et on l'a fait sur des quartiers d'habitat, donc sur de la création, et où en soi, il n'y a pas trop de On prend conséquences moins de risques. problématiques, ou voilà. Donc ça se fait, mais sur de la requalification et sur départemental, non, on était sur, je parlais donc ce sujet de Merdrignac et Sud-Quessois en parallèle, c'était les deux premiers. Donc, d'où notre Après, motivation. juste Euh, pour compléter, il y a déjà beaucoup d'exemples et de retours d'expérience qui existent. Et ça, on peut les présenter et on les a déjà présentés au département. Et notamment un bel exemple aussi sur Rennes. Enfin, il y en a quand même pas mal des exemples. Et ça suffit pas malheureusement dans tous les cas à convaincre, mais en tout cas, effectivement, hein, déjà, présenter des retours d'expérience et aller, pourquoi pas, faire des visites de site, ça peut peut-être aider effectivement à lever certains verrous, quoi. ouais, et pour compléter, le département, par contre, eux, ont des contre-exemples à leur sens. Et il peut en avoir un ou deux qui, bon après, voilà, les expériences qu'ils ont, mais ils sont vraiment fixés sur les exemples, contre-exemples qu'ils ont. Et voilà, c'est ça qui fait foi. Chercher les bons J'ai exemples. Voilà. j'ai une question, c'est ça. Avant de donner la parole à Frédéric pour sa question, que j'espère rapide, et ensuite je redonne la parole à Raphaël pour la suite. Moi, j'ai une petite question dans le clavardage, n'ayant pas de micro.
Pourriez-vous demander la compatibilité de chaussées, réservoirs et la présence de réseaux concessionnaires, gaz, électricité? Question de Sylvain Bellet. J'ai pas entendu. Pourriez-vous demander la compatibilité de chaussées, réservoirs et la présence de réseaux concessionnaires, gaz et électricité? Ah Oui, bah, bon, ouais. là, il n'y a pas eu le sujet, mais c'est vrai qu'après, on n'en a pas eu. Faut qu'on voit évidemment les profondeurs. Donc, généralement, c'est vrai que les réseaux souples, on va pas les trouver sous la chaussée, hein, mais plutôt sur les réseaux profonds. Euh, voilà, pour l'instant, on n'avait pas de conflit à ce niveau-là. Et pour compléter juste très, très rapidement, le les retours d'expérience montrent qu'il n'y a aucun souci à passer des réseaux dans une structure drainante. La seule question, c'est en cas de réouverture, il faut que les gens sachent qu'il y a une structure drainante, du coup. Que, voilà, qu'on a une structure drainante en place dans le cadre d'une future intervention. Donc, c'est plutôt une information qui doit persister. Et en général, on a des marges assez importantes, des marges de sécurité dans les volumes, dans les dimensionnements. Et donc, en cas de réfection de réseau, on perd peut-être potentiellement un peu de volume, mais on a tellement des marges importantes qui sont prises que c'est pas un problème. Je précise juste par rapport à ça, par retour d'expérience, quand on a des structures poreuses et qu'on a des réseaux souples à côté, il faut faire attention à ce que la tranchée des réseaux souples ne draine pas la structure poreuse. Ce qui fait que si c'est le cas, on se retrouve au point bas du projet avec des tampons de télécom, par exemple, qui surversent toute l'eau qui aurait dû être stockée en amont. Donc, ce qu'on peut faire sur certains projets, quand on peut pas faire autrement que de passer les réseaux divers juste à côté des structures poreuses ou dans les structures poreuses, c'est d'après mettre une paroi étanche comme vous l'avez fait le long de la voirie, mais en travers de la tranchée des réseaux souples pour éviter que toute l'eau descende en aval. Frédéric, je te donne la parole pour une petite question. Enfin, sauf s'il y a besoin de rebondir, mais le temps file. Non, c'était quand même pour intervenir, parce qu'on parlait de l'exemple de Quessoy, donc je me sens un petit peu obligé d'en parler. J'ai un peu une double casquette, parce que moi je suis technicien à Saint-Brieuc, Armoire Agglomération, mais je suis également élu sur une commune, sur la commune de Quessoy, et donc du coup on avait fait émerger un peu un projet similaire un peu à Merdrignac, sauf qu'on était un peu plus en agglomération mais avec les mêmes difficultés qu'indiquait Alexandre avec les relations avec le département. Euh, Nous, initialement, en fait, le projet, il est venu aussi de la question qui se pose généralement sur des réaménagements de voirie, c'est d'interroger, avant de refaire la voirie, ben, on interroge les réseaux et puis on dit est-ce que il serait pas opportun de rénover les réseaux avant de refaire notre aménagement de voirie. Donc, la question était sur qu'est-ce effectivement, il fallait une reprise des réseaux. Et s'est posé la question du réseau EP. Et c'est là que je suis intervenu en tant qu'élu en disant, surtout, on ne va pas dépenser de l'argent pour refaire un réseau d'EP. Certes, il était en mauvais état, mais l'idée, c'est de dire, on va maintenant gérer l'eau différemment. Ce vieux réseau défaillant, on va le maintenir. Il va nous servir de sécurité. On peut-être l'améliorer à un point particulier, mais l'idée, c'est de ne pas le refaire et plutôt d'infiltrer en surface les eaux pluviales. Après, Benoît avait raison hein, sur le fascicule 70, on l'a bien mis en face du département des échanges, mais voilà, tout ne passe pas par le fascicule 70. C'est un élément de discussion, effectivement, qui a pu permettre de faire avancer les discussions avec le département, mais effectivement, le département est sur sa compétence, sur sa propriété, donc il fait un petit peu ce qu'il veut avec son domaine. Donc, c'est après à nous de le convaincre de réaliser des opérations qui sont un petit peu différentes de ce qu'il mène généralement. Donc, effectivement, ils sont plutôt dans une réaction un petit peu ceinture-bretelle. Et donc, du coup, bah, effectivement, faut avoir de la persuasion et effectivement, comme le disait aussi Alexandre, des élus aussi qui lâchent rien derrière. On est en zone en agglomération, donc certes, il y a le département qui a son mot à dire, mais la commune aussi a ses prérogatives. Donc, du coup, en fait, avec des élus motivés, ben, on peut aussi faire
arriver à faire bouger les lignes du département. Donc c'est un petit peu ça, cette concertation qui est très importante au début du projet. Puis au bout, on y arrive un peu, malgré, comme le précisait Vincent, il y a quelques concessions. On ne fait pas forcément le meilleur projet, mais c'est un projet de concession pour pouvoir avancer. Merci beaucoup pour vos interventions. Raphaël, si juste à ce va, je te donne la parole. Tu es chargé de mission déconnexion des eaux pluviales à Nantes Métropole. Et tu vas nous présenter Tout un peu à le fait. contexte de ce qui se passe à Alors, Nantes Métropole. alors, j'ai déjà partagé l'écran. Est-ce que vous le voyez, mon écran? Tout va bien, super. Ok, super. Donc rebonjour à tout le monde. Donc moi, oui, donc là, je travaille à la direction du cycle de l'eau à Nantes Métropole et je vais faire juste une introduction sur reprendre un petit peu de un contexte général par rapport au sujet pour qu'on puisse voilà, donner quelques éléments sur la collectivité. Et après, vous aurez une présentation de deux collègues sur des projets plus particuliers. Hop, si j'arrive. Donc, territoire Nantes Métropole, pour rappel, donc c'est 24 communes avec 600, plus de 600 000 habitants, et dont la moitié se trouve sur la commune de Nantes en centralité. C'est un territoire qui est majoritairement urbain, urbanisé et avec des communes sinon plutôt en semi-urbain, donc on a assez peu de zones dites rurales, donc ce qui peut aussi influencer toute notre gestion des eaux pluviales. Un petit focus sur notre système d'assainissement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a donc une partie en zone unitaire, donc c'est sur toute la commune de Nantes et une partie sur Saint-Herblain, qui est à l'ouest de Nantes, et le reste du territoire, donc qui est en réseau séparatif. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a du coup une station d'épuration qui s'appelle Tougas, qui est plutôt à l'ouest et qui, elle, collecte la plupart de toutes les eaux du secteur Nord-Loire, donc où réatterrissent finalement les eaux unitaires. Donc c'est un peu dommage et on a bien évidemment des gros soucis de débordement au niveau du réseau unitaire et aussi des problématiques d'inondation, cette fois-ci un petit peu partout sur le territoire. Donc pas forcément lié au réseau unitaire, mais parfois à l'urbanisation. Donc un système qui, comme plein de collectivités, je pense, a ses défauts, qui est existant. Et c'est aussi avec cette composante de l'existence et puis les nouvelles politiques d'aménagement qu'on va essayer d'améliorer notre politique de gestion des eaux pluviales. Donc, la politique de gestion des eaux pluviales, on l'amène à la direction du cycle de l'eau. Elle est, on va dire, en trois grosses parties de la pyramide. Celle qui est en bas, donc c'est, on va dire, le socle qui se mène tout le temps, c'est la gestion patrimoniale, donc la connaissance de nos réseaux, de nos ouvrages et des travaux quand c'est nécessaire sur du renouvellement de réseaux, sur des portions qui sont abîmées ou des secteurs aussi où il y a des problématiques de déversement ou inondation. Et l'élaboration d'un schéma directeur assainissement pluvial qui date de 2015, donc lui qui listait en fait toutes les priorités de travaux à faire sur le pluvial. Deuxième socle, du coup, après, ce qu'on a ajouté un peu plus récemment, en 2019, c'est le volet réglementaire, où l'on a réalisé une cartographie des ruissellements sur toute la métropole, cartographie qui a après permis de réaliser un zonage pluvial, donc réglementaire, où on va avoir plusieurs zones découpées qui contribuent plus ou moins au ruissellement. Et en fonction de la zone, on va appliquer des règles de gestion des eaux pluviales à la parcelle qui vont être différentes. C'est un zonage du coup qui s'applique sur tout projet nouveau et ou du renouvellement urbain à partir d'une certaine surface. Donc il y a pas mal de projets aussi qui passent, qui ne sont pas concernés par le zonage pluvial quand elles sont en deçà de certains seuils. C'est pour ça du coup qu'on a rajouté le dernier petit volet de la pyramide, c'est le volet incitatif qui va sur la déconnexion des eaux pluviales sur l'existant, en se basant bien entendu sur le réglementaire qu'on a déjà construit. Donc ça, c'est la partie où je travaille, moi. Et je vais aller, du coup, faire le lien aussi avec les subventions de l'Agence de l'eau et encourager les porteurs de projets déjà dans l'espace public, mais aussi privé, à, à intégrer la gestion des eaux pluviales et savoir ce que c'est la déconnexion et quels outils on a à disposition pour s'aider.
Juste un petit graphique qu'on partage quand je fais des présentations aux différents acteurs, c'est parce qu'on entend souvent parler, voilà, on fait de la gestion des eaux pluviales parce que l'on a désimperméabilisé, ce qui est pas faux du tout. Mais on insiste sur le fait que la gestion intégrée des eaux pluviales, ce n'est pas que désimperméabiliser, ce qui pour nous répond au premier niveau, l'infiltration, mais c'est d'aller viser le deuxième niveau, qui est bien la déconnexion, c'est-à-dire d'aller penser en termes de bassin versant, d'intercepter les écoulements de surface amont et d'éviter de les rejeter au maximum au réseau d'eau pluviale ou au réseau unitaire. Et déjà de passer à l'infiltration, à la déconnexion, ça demande déjà un certain travail de mise à niveau pour tout le monde. Quelques outils existants. Donc pour information, on a une feuille de calcul qui permet d'estimer le volume à mettre en place dans un projet, enfin qui serait nécessaire selon une intensité de pluie, qui est basée sur les règles du zonage pluvial. Un guide pour les aménageurs et puis une plaquette pour les particuliers. J'ai mis le lien ici si vous voulez aller chercher les différents outils pour information. Et enfin, du coup, cette stratégie au pluvial que l'on fait à la direction du cycle de l'eau, pour l'instant, on vise en particulier la diffuser au sein des autres services Nantes Métropole. C'est déjà la priorité. Donc, vous avez en fait après toutes les autres directions qui sont elles aussi porteuses de projets d'aménagement du territoire, donc certaines sur l'espace public et d'autres aussi pour des espaces privés comme les zones d'activité par exemple. Et on essaye d'aller sensibiliser. On a pour vocation aussi à faire des sessions de formation, essayer de construire des marchés avec pour répondre aux besoins, pour qu'on essaye le plus possible de faire de la gestion intégrée des eaux pluviales dans une grosse collectivité. Maintenant, du coup, vous allez avoir une présentation donc d'un collègue à l'espace public, Olivier Legal, donc je crois que c'est toi qui commences, et un autre collègue à la direction du cycle de l'eau qui est William Fosset, pour parler donc plus précisément, remettre l'accent sur GEP et voirie. Je pense qu'il y a des questions avant, je pense pas, mais si jamais je peux être disponible. Et puis après, sinon, je laisse la parole. Merci beaucoup, Raphaël. Olivier, c'est à toi si tu es d'accord, en tant que Ouais. responsable unité chaussée, équipement, exploitation de la direction de l'espace public de Nantes Métropole. J'attire ton attention juste qu'on respecte un peu le timing. Moi, j'adore quand les gens posent plein de questions parce que du coup, ça fait des échanges très riches. Néanmoins, normalement, on a jusqu'à 11h30 pour ta présentation avec les échanges. C'est pas tout. Ok, message reçu. Est-ce Du que coup, tu vous peux voyez mon remonter écran, ta... c'est bon? Oui, on voit très bien ton écran. Est-ce que tu peux juste remonter ta caméra, s'il te plaît? Ah oui, pardon. Ah oui, parce que j'ai la caméra Juste devant un peu plus l'écran. convivial, c'est pas Alors, très attends. grave. Ouais, ok. Oui, donc Olivier Legal, donc je suis à la direction d'espace public et on a notamment en charge dans notre unité tout ce qui est question de structure de chaussée avec à la fois des calculs de structure classiques et des suivis d'expérimentation dans différents domaines, donc à la fois les chaussées, mais également la signalisation. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'interviens pour vous montrer ce qu'on a mis en place sur Boueil, donc avec des travaux menés par un pôle. Donc, juste auparavant, la seule expérience vraiment notable qu'on avait en structure drainante sur l'agglo, c'était du côté de Rezé. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, vous aurez le détail de la présentation après. Juste, donc, en fait, ça date de 88, donc c'est assez vieux. Il y avait eu tout un travail qui avait été fait par la ville de Rezé avec l'école enfin, l'ENPC à l'époque, les ponts et chaussées qui ont leurs locaux pas très loin à Bougnay. Et donc, à l'époque, donc, il y avait des soucis liés au ruisseau qui était à proximité, qui n'était pas forcément assez dimensionné pour recevoir toutes les eaux de pluie. Et donc, il y avait des inondations dans le secteur. Et donc, ils avaient fait une structure drainante avec tout un suivi sur 10 ans qui avait montré des beaux résultats à la fois sur le plan mécanique et acoustique, mais qui petit à petit s'est arrêté. Alors essentiellement, on parlait tout à l'heure des travaux concessionnaires, puisqu'il y avait une procédure qui était un peu lourde, qui avait été mise en place de refaire systématiquement la structure drainante, à la fois la grave et puis la couche de roulement en surface, ce qui fait que ça coûtait assez cher pour les concessionnaires. Ensuite, donc c'est la mairie qui faisait
les tapis après travaux, donc avec toute une procédure de réfection de tapis, donc c'était un peu compliqué, donc c'est pour ça que ça avait été arrêté, et donc on n'avait pas eu d'autres expériences depuis. Euh, Cependant, donc, comme l'expliquait Raphaël, on est dans une politique maintenant de vraiment repartir sur cette gestion intégrée des eaux pluviales. Donc à Boye, il y a un chantier qui a eu lieu récemment. Donc c'est avenue de Plaisance. Donc là, c'est une commune en fait du sud de l'agglomération de Nantes. Et du coup, donc il y a différentes choses qui avaient été vues en études préliminaires. Donc déjà, on était sur un réseau pluvial devenu obsolète. On est dans une zone donc, qui est dans la zone de limitation des rejets des EP prioritaires principales, donc une zone très, très sensible. Et du coup, ce qui avait été acté avec les élus, c'était de repenser la gestion des eaux pluviales, donc en regardant tout ce qui pouvait être désimperméabilisé et infiltré. En parallèle, il y a une enquête qui a été réalisée auprès des habitants, parce qu'il y a la plupart des maisons étaient connectées au réseau d'eau pluviale, et donc là, on voit sur donc 64% de réponse, donc c'est quand même un taux de réponse assez important. On se retrouvait finalement à constater qu'il y avait plus d'eau pluviale qui arrivait du privé que de l'espace public lui-même. Donc il y a eu toute une campagne d'information et d'incitation à la déconnexion des réseaux privés qui a été menée par la Nantes Métropole et la commune. Et donc, en parallèle, des tests de perméabilité qui ont montré que le sol se prêtait à mettre en place une structure infiltrante. Hop, donc du coup, les travaux, donc je vais passer sur les travaux liés à la sécurité pour plus se concentrer sur sur la désimperméabilisation. Du coup, ce qui a été mis en place, c'est une structure drainante sur la quasi-totalité de la voirie et des trottoirs. La seule exception, c'est au niveau des plateaux, puisque pour des questions de mise en œuvre et puis de robustesse, du coup, là, on est resté sur une structure plus imperméable à ce niveau-là. Euh, donc, au niveau des trottoirs, en fait, le réseau de pluvial n'a pas été renouvelé, mais a été remplacé en fait par une structure, un réseau de drainage donc, constitué d'un drain et de graves drainantes et un géotextile. Et du coup, pour les branchements privés, donc les principales comment les rejets principaux étaient au niveau du drain, et par contre, les piquages secondaires allaient directement dans le massif drainant. Donc ça, c'est pour le projet lui-même. Par contre, ce qui est le plus intéressant et l'objet de la présentation là, c'est le suivi qu'on a fait, parce que comme on évoquait tout à l'heure, c'est important d'avoir un retour d'expérience, et donc on voulait avoir un suivi sur 5 ans qu'on puisse partager à la fois en interne pour convaincre aussi après les autres pôles de l'intérêt de ce type de structure, et puis lever quelques freins sur des questions de gestion de ce type de chaussée. Donc on a mené un marché, enfin un protocole avec l'université Gustave Eiffel. Donc il y a l'avantage d'être à Boulogne, donc c'est vraiment pas loin des travaux. Et en fait, on a retenu différents points de suivi sur tout ce qui est glissance, du coup, notamment des trottoirs, parce que c'est des questions qui se posent sur les structures drainantes, donc avec deux mesures de glissance différentes. Et puis, pour ce qui est voir le colmatage de la chaussée au fur et à mesure des années, on n'est pas parti sur une mesure de la porosité elle-même, parce que c'est très compliqué à faire, et on est plutôt parti sur des mesures acoustiques et de voir en fait au fur et à mesure des ans si au niveau acoustique, on a des dégradations qui sont corrélées en fait à un modèle d'infiltration. Voilà, donc très rapidement, donc les appareils, donc on a sur les trottoirs en fait, ils utilisent un appareil qui s'appelle T2GO, donc il y a un avantage en fait, ça fait des mesures en continu sur le trottoir de l'adhérence. Et puis pour des mesures plus ponctuelles sur la chaussée, on a un appareil qui s'appelle le pendule SRT. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous laisserai dire puis poser des questions si vous en avez. Donc voilà, juste pour montrer les premiers résultats, donc c'est récent, hein, c'est 2023, donc pour l'instant on n'a pas beaucoup de recul. Donc sur l'appareil TGO, donc ils ont séparé en 5 zones en fait les trottoirs. Et donc là, ce qui a été montré dans la mesure initiale, c'est qu'on est homogène sur l'ensemble des trottoirs au niveau des coefficients de frottement, après avec deux secteurs un peu plus faibles. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ces secteurs plus faibles sont à proximité de végétaux, notamment d'arbres. Donc on va suivre ça de plus près
dans les années qui viennent, parce que c'est vrai que c'est une des questions, c'est de savoir comment se comporte le colmatage à proximité des arbres. Pendule SRT, donc là, bon, on ne va pas rentrer dans le détail non plus, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est largement conforme à ce qui se fait en termes d'adhérence, à la fois pour les piétons et sur la chaussée circulée. Et puis donc voilà, sur la mesure acoustique, donc en fait, c'est des mesures qui se font sous fermeture de la circulation. Donc là, on est dans une zone riveraine, donc ça se fait assez facilement. Donc voilà, il y a un appareillage qui est mis en place par l'UGE, il mesure en fait en différents points le rendu acoustique et ensuite ils ont des modèles de calcul qui leur permettent en fait de calculer ce qu'on appelle la porosité communicante. Et donc là, on arrivait sur des seuils conformes à ce qu'on peut attendre sur un enrobé drainant. Donc voilà, pour l'instant, on était vraiment sur l'état initial, donc qui montre qu'on est sur des bons coefficients en général et qu'on est vraiment conforme à ce qu'on peut attendre d'un béton bitumineux drainant. Donc ce qui est intéressant, puisque ça permettra ensuite, dans les années qui viennent, de partir sur une base qu'on sait correcte. Parce on avait des interrogations au début sur la corrélation entre l'absorption acoustique et la porosité de la chaussée. Voilà, et puis juste en complément, on a acquis au niveau de Nantes Métropole ce qu'on appelle un dranomètre de chantier, ce qui nous permet, en fait, voilà, on a une éprouvette là où on met de l'eau dedans et ensuite on appuie et puis on calcule tout simplement le temps que met la chaussée pour absorber les 5 litres d'eau. Et donc ça nous permet aussi directement en interne de pouvoir mesurer le taux de colmatage de la chaussée. Donc ça, c'est quelque chose qui nous paraissait intéressant d'avoir pour qu'on puisse rapidement, sur les autres chaussées qu'on fera ailleurs, pouvoir faire un suivi et puis faire des retours d'expérience en fonction des différentes structures qu'on aura pu tester. Voilà, je suis arrivé au bout, c'est rapide, j'ai pas voulu détailler, mais du coup, comme vous aurez la présentation, j'imagine, vous pourrez rentrer dans le détail des différentes mesures si vous le souhaitez. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Olivier. C'était parfait, on t'a mis. On a 3 minutes à nouveau pour des questions si vous en avez. Donc, soit à main levée, soit à prendre la parole si vous n'avez pas à lever la main, c'est possible, soit dans le clavardage. Il y a beaucoup de. Parmi les personnes qui se présentent ce matin, il y a des bureaux d'études, effectivement, mais il y a quand même pas mal de personnes qui sont de collectivités. Après, s'il n'y a pas de questions, c'est que tout était clair comme de l'eau de roche. Euh, c'est parfait. Peut-être qu'on pourra y revenir plus tard, en tout cas. Euh, En attendant, s'il n'y a pas de questions, moi, je peux donner la main, s'il est prêt, en tout cas, à William Fossé. William est prêt. Je sais pas si tu as Oui, vous entendu. m'entendez? Oui, oui. Sophie, c'est toi? Oui, c'est bon. Vous m'entendez ou pas? Oui, très bien, oui. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait quelqu'un qui voulait prendre une. Ah oui, je vois Masson. Madame Masson, j'imagine. Non, pas du tout. Non, non, mais s'il n'y a pas de. Donc je répète, est-ce qu'il y a des questions pour Olivier? Non, il n'y a pas de souci. Je te donne la parole, du coup, William, donc de la direction du cycle de l'eau de Nantes Métropole. Tu vas nous raconter ce qui s'est passé à la Chapelle-sur-Erdre, c'est bien ça? Oui. Oui, c'est ça. Donc du coup, j'ai un petit souci de présentation. Est-ce que tu veux que je Attends, mette la je présentation? veux bien qu'il y ait, ouais, euh, Et tu me diras comment que tu passer les partages. slides. Ouais, Là, sur les deux. Ça va aller. je vais couper ma caméra, ça permettra peut-être aussi d'améliorer le débit. Hop, voilà, c'est ici. Est-ce que c'est bon? Ah, je la vois pas encore, mais ça y est, c'est bon pour moi. Parfait. Très bien. Tu me Oui, dis donc comment passer les slides. oui. Donc du coup, bah, tu peux passer à la slide suivante. Donc on agit sur un. Là, on est sur un territoire au nord
de la collectivité, donc la Chapelle-sur-Erdre, euh, dans lequel, dans le bourg, il y a un problème d'inondation. Donc, on voit l'emprise du bassin versant entouré en rouge avec le Talweg principal. Donc, une étude hydraulique a été faite pour identifier les problématiques. Je veux bien que tu passes à la suivante. Est-ce que tu peux passer à la diapo suivante? Voilà, merci. Donc, qui mettait en avant ce qui a été constaté sur le terrain, donc à savoir des hauteurs d'eau passant en domaine privé. Donc, on voyait juste avant sur les zones un petit peu sur les zones rouges, donc avec des pluies décennales qui engendraient des montées d'eau de plus de 20 centimètres en domaine privé. Donc là, voici un petit peu le résultat de l'étude, qui préconisait notamment d'empêcher l'eau de passer par certains endroits, de favoriser le passage par d'autres et de créer des bassins de rétention. Donc toute cette étude qui a été réalisée était plutôt, on va dire, très hydraulique, avec des solutions hydrauliques. Donc c'est ce qui a été retenu. Donc maintenant, on est un peu dans l'application de cette étude, sauf que la JEP est, est- est passée par là et donc il y a eu une réflexion. Donc la rue du Cèdre, donc qui se trouve à gauche entre la flèche verte et puis la petite croix rouge, donc la zone mauve, où donc là un réseau de 500 eaux pluviales doit être posé justement pour faire contourner les eaux pluviales par le nord du secteur sensible. Et donc, il y avait aussi des problématiques sur le réseau d'assainissement qui était ancien, donc c'était une conduite en amiante ciment. Donc là, je veux bien que tu passes à la diapo suivante. Donc voilà, donc la rue du Cèdre. Donc il y avait des travaux de réseau à réaliser dans la rue. Voilà. Il y avait aussi une problématique, un entretien du tapis de chaussée à faire compte tenu de sa vétusté. Et donc, je veux bien que tu passes à la diapo suivante. Donc voilà un petit peu la rue, hein. C'était une rue type voirie de lotissement avec des stationnements et puis une circulation relativement faible. Donc là, on peut voir la coupe type, on va dire, ou schématique de la rue, avec une tranchée à faire pour la mise en place du réseau EP et du réseau EU. Donc un enrobé, peut-être qu'on peut aussi en profiter pour, plutôt que de faire un enrobé classique étanche, faire une structure drainante et avec un surcoût, effectivement, de mettre en place une GNT drainante sur toute la surface, sachant que dans le cadre des travaux de réseau, on pouvait aussi mettre une GNT drainante. Ce protocole-là a été validé par l'ensemble des services. Donc là, on est en cours de finalisation d'études. Donc le marché va être prochainement lancé et donc les travaux vont être réalisés comme tels. Donc après, il y aura un phasage à prévoir, mais du coup, on partira sur une structure telle qu'elle est présentée là, donc un enrobé drainant sur toute la largeur de la voirie, euh, une GNT drainante sur toute la largeur, avec un surplus de remblais drainants au niveau des, euh, des réseaux EU et EP. Donc je veux bien que tu passes à la slide suivante. Donc on a fait un petit calcul de volume d'eau stockée. Donc sur la partie, on va dire, structure de voirie, on est à 41 mètres cubes d'eau stockable. Et sur la partie au-dessus des réseaux, il y a environ 37 mètres cubes. Donc ça fait environ 80 mètres cubes théoriques à stocker dans une GNT avec 35% de vide. Et donc sur la slide suivante, voilà, encore ensuite. Donc on a fait un petit calcul qui reste à affiner,
Donc là, suivant cette structure, on pourrait infiltrer des pluies de retour de 2 ans et voire probablement un petit peu plus. Alors, il y a une question qui peut être posée, c'est une fois que la structure est pleine, comment est-ce que ça se passe? Alors, comme je le rappelais, cette structure-là, elle n'est pas initialement conçue pour faire de l'infiltration, même si elle en fera. Le but premier, c'est bien de réduire l'impact à l'aval des pluies d'orage. Donc, la voirie étant en pente, il y aura un trop-plein qui sera mis sur le regard aval, qui évitera toute stagnation de l'eau dans la structure à une surface pour que ce soit hors gel. Donc, voilà un petit peu le but. Et après, l'eau, elle sera relarguée si, dans le réseau pluvial, mais l'orage sera passé. Et donc, sinon, le reste s'infiltrera dans la majorité des pluies. Donc, voilà un petit peu le projet qui a été réfléchi sur ce secteur. Merci beaucoup. Je vois une question dans le clavardage. Est-ce que vous ne rencontrez pas de problème avec les gestionnaires des réseaux des eaux usées pour avoir un complexe drainant au-dessus de ce réseau? Alors, ça tombe bien, je suis gestionnaire du réseau d'eau usée. Effectivement, c'est une question qu'on s'est posée. C'est un risque. Maintenant, l'avantage, c'est qu'on reprend entièrement le réseau d'eau usée à neuf. Donc, on va s'attacher à une grande vigilance quant à la pose et à l'étanchéité de ce réseau. Mais effectivement, ça peut être un risque. Donc, on avait éventuellement réfléchi à mettre une géomembrane pour étancher, mais enfin, ça n'avait plus vraiment trop de sens. Euh, le temps le dira, sachant qu'aujourd'hui, le réseau n'est pas du tout étanche et draine énormément les eaux sous-sol. Donc, je pense pas que ce sera pire que ça ne l'est actuellement. Bien. Merci beaucoup pour cette réponse. Je vois Benoît qui lève la main. Oui, merci pour cette présentation. Effectivement, il faut absolument que les canalisations d'eau usée soient étanches. J'attire cependant votre attention sur la tranchée du réseau d'eau usée, puisqu'en général, ils sont posés gravitairement, donc c'est-à-dire qu'il y a une certaine pente, donc il doit y avoir une pente aussi sur la tranchée, qui fait que c'est quand même des matériaux qui sont assez drainants dans les tranchées, et vous risquez de capter toute l'eau et qu'elle se retrouve plus bas en suivant la canalisation d'eau usée, en suivant les autres canalisations d'eau usée pour aller peut-être sur d'autres réseaux d'autres tranchées de réseaux qui sont en aval, qui eux n'auront pas fait l'objet de travaux et qui du coup risquent de faire des apports d'eau météorique à votre réseau d'eau usée. Du coup, je pense qu'effectivement, il serait intéressant, pas forcément de mettre quelque chose d'étanche au-dessus de la canalisation, hein, ça serait un coût phénoménal, etc. Mais comme tout à l'heure, comme on l'a vu tout à l'heure, peut-être à certains moments, dans la pose de la canalisation d'eau usée, mettre des barrières pour éviter que des barrières étanches, type en argile, pour éviter que les eaux se retrouvent tout en bas. Alors oui, oui et non. Effectivement, l'eau qui sera dans la tranchée et dans la tranchée drainante va effectivement naturellement s'écouler vers le bas. Alors il faut rappeler que le projet il est sur 140 mètres dans une rue, donc on reste sur un linéaire relativement faible. Et on va dire que l'inconvénient du drainage de la tranchée, du drainage des eaux qui se sont infiltrées dans la tranchée, va avoir aussi un avantage de ne pas laisser stagner l'eau dans cette tranchée et de laisser euh, la structure de la chaussée hors gel, enfin, sans eau dans la surface de la tranchée. Donc, c'est un choix qui a été fait et c'est pour ça que je disais qu'il y avait un trop-plein qui serait mis au réseau d'eau pluviale, parce que le but premier, c'est bien euh, de faire de la rétention de pluie d'orage sur l'amont du bassin versant, euh, plutôt que de faire de l'infiltration, on va dire, enfin, ça en fera, mais on va dire, c'est une fonction secondaire dans le cas présent.
Parce que le but premier des travaux, c'est bien de réduire les inondations à l'aval de la commune. Et vous n'avez pas peur que les eaux utilisent la tranchée des autres réseaux sur lesquels votre réseau d'eau usée est connecté et continuent justement vers l'aval en Bah, longeant les tranchées existantes des autres réseaux? les autres réseaux, là, on est sur les réseaux les plus profonds. On reprend le U et le P. Donc après, les autres réseaux, Et je parle des donc autres réseaux d'eau usée, c'est-à-dire dans le prolongement, votre réseau d'eau usée il est bien connecté à un autre réseau d'eau usée. oui, 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 oui. Oui, bah effectivement, à cet endroit-là, il faudra s'assurer de la déconnexion, enfin de l'étanchéité à partir de la fin de la structure drainante. Oui, peut-être même que comment dire, arrêter la tranchée d'alimentaire un peu avant et de positionner un regard. Déjà, ça réduira beaucoup sa capacité à la capacité de l'eau à passer d'une tranchée à la tranchée suivante. Bah, de toute façon, effectivement, la tranchée drainante s'arrêtera au niveau d'un regard. Enfin, tout le système et la structure telle que ça a été dessiné là s'arrêtera au niveau d'un regard, avec justement ce trop-plein à cet endroit-là. Merci. Merci beaucoup. On a encore un petit peu de temps pour des questions, s'il y en a. Frédéric, de vas-y. Oui, en fait, si j'ai bien compris le projet, il y a une reprise aussi du réseau d'eau pluviale hein, sur le projet, sur cette rue-là. Oui, c'est même pas une reprise, c'est la création dans le cadre de l'étude hydraulique globale de la mise en place d'un 500 pour faire contourner les eaux pluviales du secteur sensible. D'accord, ok. Donc, Donc oui, c'est une continuité à hydraulique. l'origine du projet, c'est la pose d'un réseau d'eau pluviale, quoi. Ok, ouais, d'accord. C'était pour bien comprendre, parce que du coup, je pensais qu'on recréait un nouveau réseau et la question était, en fait, si effectivement, il n'y avait pas cette problématique de dévier, en fait, un circuit hydraulique. C'était de dire, voilà, est-ce qu'on avait étudié, en fait, le coût de la mise en place du réseau pluvial par rapport à un coût d'une structure réservoir qui aurait été plus importante, qui aurait pu permettre de déconnecter un volume plus important d'eau, en fait. Et effectivement, là, la question ne se pose pas vu la continuité hydraulique à assurer. Mais effectivement, en fait, du coup, l'opportunité, elle s'est faite parce qu'il y avait des travaux sur le réseau d'eau pluviale, le réseau d'assainissement, donc on se retrouvait avec des volumes de remblais à effectuer, plus un tapis de voirie qui n'était pas forcément en bon état et puis qui aurait souffert suite à nos travaux. Donc tout ça mis l'un dans l'autre, on ne fait que augmenter, on va dire, la rétention en amont des eaux pluviales. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Sinon, Sophie, Grébius de Rennes Métropole, si tu es prête, je peux te donner la parole. Je fais défiler tes slides, c'est ça? Oui, s'il te plaît, ouais. Sinon, Zoom, c'est un problème à Rennes Métropole. Non, non, pas de souci. Alors, hop, normalement, c'est bon. Hop, bonjour à tous. Moi, je voulais vous partager la réflexion qu'on a commencé à engager sur justement ces cas d'incompatibilité, en fait, qu'on a pu rencontrer entre la volonté d'infiltration et puis les doctrines routières. Donc, ça a été très bien présenté dans la première intervention hein, par les collègues des bureaux d'études. Donc, on a eu le même type de sujet, en fait. Et donc, le sujet, c'est comment on fait, comment on peut avancer. Donc, si tu peux passer. Chez nous, en fait, on s'est, entre guillemets, rendu compte, enfin, on a été confronté, en fait, à ces difficultés dans le cadre d'une liaison cyclable, où on était à cheval entre notre domaine à nous et le domaine départemental. Parce qu'effectivement, les métropoles, contrairement aux autres Comcom, elles ont la particularité elles ont la compétence voirie. Donc, en fait, on gère les anciennes routes départementales sur notre territoire. Et alors, voilà, en ce moment, il y a un programme assez important, comme je pense sur pas mal de collectivités, hein, de développement de liaisons vélo, quoi, de liaisons cyclables. Et il se trouve qu'on en avait une entre
Champy et Donlou, donc avec une majorité qui était sur le domaine au droit d'une départementale, donc gérée par le département d'Ille-et-Vilaine, et puis un petit morceau, on va dire, qui était sur notre secteur. Donc, on s'est mis d'accord avec le département pour qu'il fasse la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble de la voie cyclable. Donc, si tu peux passer. Ouais. Donc, du coup, ils ont appliqué les doctrines. Non, c'est celle d'avant. Ouais. Ils ont appliqué les doctrines routières classiques, hein. Ils ont mis en œuvre les guides CEREMA. Et donc, en fait, il y a deux objectifs pour eux qui sont prioritaires. À chaque fois qu'on touche à une route, même si c'est pour faire finalement une piste cyclable, hein, on essaye d'améliorer la sécurité routière. Donc là, ils appliquent le guide relatif aux obstacles latéraux. Et donc, ça les conduit à mettre en place systématiquement une bande de récupération plutôt imperméable, hein. Et puis, le deuxième point, ils essaient d'améliorer la gestion des pollutions accidentelles, enfin le risque de pollution accidentelle, et également la régulation. Et donc, la doctrine conduit à collecter, à séparer en fait les eaux de voirie des eaux du bassin versant. Et donc, ils canalisent en fait, ils canalisent les eaux de voirie, ils créent un réseau et ils envoient tout ça dans des bassins tampons avec régulation. Donc, voilà ce que ça donne. Diapo d'après. Voilà, donc la bande de récupération, s'ils appliquent le guide traitement des obstacles latéraux pour les routes principales, on voit que la largeur préconisée, c'est 2 mètres, donc c'est quand même pas rien, et qu'il faut que ce soit stabilisé et de préférence revêtu, donc imperméable. Donc là, par rapport à une route départementale qui est avec un accotement enherbé au départ, et puis un fossé, on se retrouve à créer 2 mètres de chaque côté imperméable en plus. Et puis vous voyez que s'il y a un fossé, euh, il faut qu'il y ait une glissière parce que c'est dangereux, le fossé. Voilà. Donc ça, c'est le premier point sur lequel on a discuté. Et le deuxième point, donc c'est la diapo d'après, c'est la question effectivement de la séparation des eaux de chaussée des eaux du bassin versant. Donc là, vous voyez l'exemple de profil qu'ils ont proposé. Donc on va trouver effectivement la structure de chaussée classique, la bande de récupération de 2 mètres qui est imperméable, avec des avaloirs qui vont collecter les eaux de voirie et les envoyer dans un tuyau, donc qui est créé, hein, parce que là, on est quand même sur une zone rurale, hein, c'est-à-dire, je ne l'ai pas dit au début, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de projets urbains, mais là, en fait, on est entre 2 bourgs, et donc on parle de secteurs qui sont hors agglomération, en fait. Donc l'état initial, c'est une chaussée, un accotement enherbé, un fossé. Et là, la proposition, c'est de créer donc une canalisation qui va aboutir dans un bassin tampon. Et donc la diapo d'après, voilà, bon, c'est pas très lisible, je m'excuse, hein, mais c'est pour montrer. Donc, vous voyez, ça illustre bien quand même qu'on est en zone rurale. Et donc, sur une grande partie de la section, hein, pas tout, il y a la création des canalisations, là, en bleu. Ils sont envoyés sur les bassins. Alors, les bassins, ils apparaissent en vert sur la vue, en fait, photo aérienne, là, qui sont calés, en fait, au droit des carrefours. Donc, si tu peux passer, voilà. Donc, en fait, quand ils nous ont présenté ce projet, c'est venu percuter en fait notre façon de faire parce que là c'est un cas particulier en fait où c'est une piste cyclable et en grande partie en dehors de notre domaine, mais en fait on en fait aussi sur le territoire métropolitain et donc on a été amené à mettre en place une espèce de doctrine, enfin notre propre doctrine en fait qu'on a. Et alors là je vous montre uniquement la partie hors agglomération, ce qui a été calé en fait. Sur, sur nos aménagements cyclables, c'est que on reprend, enfin comment dire, oui c'est ça, si possible, on reprend une demi-chaussée qu'on envoie dans une noue
qui se trouve entre la piste et la route. Et puis, les eaux de la piste sont envoyées dans le fossé. Donc, vous voyez que, alors, contrairement à ce qui a été présenté avant, on ne fait pas de revêtement drainant sur la piste hors agglomération pour des raisons un peu financières, hein. On le fait par contre quand on traverse les agglos. C'est-à-dire que là, on profite de l'aménagement de la piste cyclable pour désimperméabiliser et puis faire une chaussée, faire une structure réservoir. Voilà. Donc, vous voyez la différence avec le profil précédent. Donc, ça a été un peu compliqué. À mesure où on avait confié la maîtrise d'ouvrage au département. Voilà. Donc, ce qu'on a fait, si tu peux passer à la diapo suivante. Oui, voilà, ça c'est pour illustrer en fait ce que j'ai expliqué. Voilà les aménagements que nous on propose hors agglo en fait, avec l'anneau qui vient entre la chaussée et la piste, hein, bidirectionnelle, et puis le fossé qu'on essaye de conserver la plupart du temps, hein, c'est le fossé existant. C'est-à-dire qu'en fait, on vient installer la piste sur l'accotement enherbé existant, quoi. Vas-y, diapo suivante, ouais, si tu peux. Alors, il y a quand même eu des constats que ça pouvait poser problème dans certains cas. Alors, d'une part, parce que effectivement, il peut y avoir des poids lourds qui viennent dégrader un peu la structure de l'anneau. Donc, il y a eu des ajustements en fait avec la mise en place d'un mélange terre-pierre au droit au droit des carrefours. Voilà, pour éviter que quand il y a des gyrations un peu qui mordent sur l'anneau, elles soient dégradées. Et puis, il y a des balises G11 qui ont été rajoutées, mais plutôt dans les zones urbaines, hein, pour mieux matérialiser en fait l'anneau. Et le dernier élément, ouais, que je n'ai pas fait figurer, c'est que la vitesse a été réduite à 70 km/h sur ces sections. Donc, voilà, si tu veux passer. Donc, en fait, quand on a discuté avec le département en lui disant, bah, écoutez, nous, on souhaite que vous mettiez en place nos principes sur notre section, ils nous ont dit, ah mais non, mais écoutez, c'est pas du tout conforme en fait aux doctrines nationales, hein. C'est-à-dire que d'une part, vous ne respectez pas les doctrines de sécurité, puisque vous mettez, il n'y a pas de bande de récupération, vous la faites disparaître. Et puis en plus, vous ne gérez pas les pollutions accidentelles. Donc, le premier réflexe, c'était de dire, mais bon, ok, pourquoi pas, mais est-ce qu'on ne peut pas ajuster ces doctrines dans la mesure où on est sur des routes à faible trafic? Euh, et donc, voilà, est-ce qu'on peut éventuellement déroger au guide sur les obstacles latéraux moyennant une réduction de la vitesse? Donc, ce qu'on a fait, nous, chez nous. Et est-ce qu'on peut déroger aux doctrines sur les pollutions accidentelles moyennant une modulation selon le trafic? Parce que finalement, si j'ai un poids lourd par jour, est-ce qu'il faut que je mette en place des canalisations pour récupérer une éventuelle pollution accidentelle? Voilà. Parce qu'effectivement, le département, un petit peu à l'image des échanges hein, que vous avez pu relater sur le 22, dans le 35, la direction des routes était extrêmement fermée également sur ces aménagements. Ils nous mettaient un peu en face de. Enfin, comment dire, ils nous disaient, mais, en gros, vous ne respectez pas les règles, en cas de problème, vous serez mis en cause, c'est pas comme ça qu'on fait, quoi. C'est pas comme ça qu'on fait en gros, nous, les professionnels de la route, voilà comment on fait. Bon, donc la première réunion, on a associé la DIRO pour aussi essayer d'élargir un peu le débat, parce que ça devenait un petit peu conflictuel avec le département, donc la DIR Ouest. Et là, ils nous ont proposé d'associer le CEREMA en fait, au débat, puisque finalement, le CEREMA, c'est eux les éditeurs de la doctrine, et puis depuis peu, ils ont aussi la JEP dans leur portefeuille. Donc on s'est dit, c'est la structure idéale pour un peu faire évoluer les choses, quoi. Pour répondre un peu à la question que vous posiez en début de réunion, est-ce qu'on peut faire évoluer ces doctrines? Et donc, on a eu la fin janvier une réunion avec le CEREMA et les mêmes acteurs que précédemment, donc toujours la DIR Ouest
le département 35 et puis Rennes Métropole. Donc là, au CEREMA, on avait principalement le service qui édite les guides là, d'assainissement routier, donc le service spécialisé dans le sujet de la route. Et puis quand même une collègue d'Île-de-France, donc du CEREMA Île-de-France, qui fait un peu d'AMO sur les sujets, ouais, sur les sujets milieu et haut. Et en fait, on a abouti à rien. Euh, En gros, pour eux, la sécurité est prioritaire, aucun compromis n'est possible. Chaque maître d'ouvrage prend ses responsabilités, mais voilà, c'est à vos risques et périls, quoi, hein. Voilà. Et alors là où on a longuement discuté, mais pareil, sans aboutir, c'est sur le sujet des pollutions accidentelles. Parce qu'on a essayé de leur amener une approche un peu risque, c'est-à-dire de dire, bon, un risque, c'est le croisement d'un aléa et d'un enjeu. C'est-à-dire si j'ai beaucoup de camions qui passent et qu'en plus j'ai des milieux très sensibles, j'ai un risque élevé, donc effectivement, il faut que je prévoie peut-être quelque chose d'assez dimensionné pour gérer une pollution accidentelle. Par contre, si j'ai très peu de camions qui passent, voilà, le risque est faible, donc est-ce que éventuellement je peux gérer le risque différemment? Et alors ça leur parle pas du tout. Pour eux, il n'y a que l'enjeu, en fait. Leur approche, c'est uniquement une analyse de la sensibilité du milieu. Euh, et clairement, ils sont quand même très frileux sur l'infiltration. Enfin, ils nous ont dit que l'unanimité faisait pas enfin, que l'infiltration faisait vraiment pas l'unanimité dans la communauté. Et à nouveau, on nous renvoie sur nos responsabilités, en disant, bah, écoutez, faites à votre idée, hein. Parce que la question aussi, c'était est-ce que ces guides s'appliquent à tous? Ces doctrines, et la réponse est oui, ça s'applique à tous. Donc, après, vous êtes libre chez vous, vous faites ce que vous voulez, mais ce n'est pas le CEREMA qui va assouplir les doctrines. Donc voilà, donc c'était quand même une déception. Euh, Maintenant, alors ça a quand même un peu ébranlé, hein, on s'est revu avec la hiérarchie pour savoir si on poursuivait quand même, si on s'acharnait sur cette liaison-là, Champidon-Loup. Euh, et finalement, il a été décidé de poursuivre, de tenir bon sur nos principes, quoi. Et puis, aujourd'hui, c'est un appel un peu au réseau, donc on va dire en dehors du CEREMA, hein, puisque le CEREMA a pas rebondi quoi, là-dessus, pour au moins qu'il y ait un suivi, quoi, qu'on puisse capitaliser sur ce qu'on fait, ouais, ce que les compromis qui peuvent être faits à droite à gauche, un peu comme ce qui a été présenté en début, là, que je trouvais très intéressant. Et puis qu'on puisse suivre ça dans le temps, quoi, pour voir un peu ce qui se passe, quoi. Comment on construit nos propres retours d'expérience, parce que effectivement, peut-être les départements ont leur propre retour négatif. Est-ce que nous, on peut construire des retours positifs? Voilà, où on en est. Merci beaucoup, Sophie. Je vois que Alexandre Servat, qui a fait la présentation là, en ouverture de notre ingénierie, dit merci car il se sent moins seul. Mais C'est ça, c'est aussi l'objectif du réseau et c'est ça. de sessions comme celle de ce matin. On a peut-être quelques minutes avant de clôturer. Si jamais il y a des questions ou des remarques, on a une remarque de monsieur ou madame Berger. N'hésitez pas à vous présenter si jamais. La pollution peut être confinée dans la noue, nettoyage par pompage avec enlèvement de la partie supérieure de la terre. Mm. On a également donc Vincent de Yaosen et Frédéric de Saint-Brieuc qui lèvent la main. Vas-y, Frédéric, si tu veux. On aura peut-être la même question. C'était pour rebondir par rapport au CEREMA, puisque du coup, on a eu les mêmes discussions avec le CEREMA sur Saint-Brieuc, puisque du coup, le CEREMA en tout cas, a une antenne sur Saint-Brieuc. Donc, quand ils se sont déplacés à Rennes, j'imagine que peut-être que c'était la section routière du CEREMA qui est venue, puisqu'ils ont un spécialiste des Mm. infrastructures routières à Saint-Brieuc. Et les discussions localement sont également difficiles avec le CEREMA. Donc, nous, Mm. on a un BHTNS sur Saint-Brieuc où on vient faire de l'infiltration en bordure de BHNS. Et effectivement, le CEREMA a aussi ce même principe
voilà, de dire l'infiltration, pas à côté des structures de voirie, quoi. Donc, Mm. toujours un petit peu dans la même tendance que le département, en disant, nous, on vous déconseille fortement de faire ce genre d'aménagement. Mm. Les structures de voirie vont être altérées sur le long terme. Et du coup, ça sera de l'argent public dépensé pour rien parce qu'il va falloir refaire toutes les structures dans 10 ans, quoi. Donc, du coup, nous, effectivement, aussi, on a eu ce désenchantement avec le Mm. CEREMA en disant, voilà, il y a deux CEREMA actuellement. Il y a le CEREMA national qui dit, voilà, il faut infiltrer, il faut renaturer la ville. Et puis, il y a la section CEREMA. euh, on fait des routes comme on sait le faire d'un point de vue Ça. ingénierie depuis longtemps, et des très bons ingénieurs routiers, mais effectivement, qui restent bloqués sur la peur de l'eau. Oui, c'est ça. Nous, on a discuté avec Alexandre Servier, qui doit être le responsable du pôle assainissement routier. Je ne me rappelle plus où il est basé. Je ne crois pas qu'il soit basé à Saint-Brieuc, mais enfin, c'est un peu la référence. C'est le service qui pilote les fameux guides de l'assainissement routier. Et effectivement, pour avoir échangé aussi avec d'autres personnes du CEREMA qui s'occupent d'eau, ils ne se sentent pas concernés par la route. Pour eux, c'est pas dans leur périmètre. C'est-à-dire que l'infiltration, c'est un sujet urbain et la route, c'est un sujet à part. Et ils ne se parlent pas encore. Ça viendra peut-être, hein, mais... On essaiera de leur transmettre ce webinaire, ça qu'on me demande. Vincent? Oui, alors moi j'avais juste une petite question par rapport aux pollutions accidentelles. Mm. Euh, Quels sont leurs arguments? Parce que c'est vrai qu'en cas de pollution accidentelle, quand on n'infiltre pas, quand on n'a pas de rétention et d'infiltration, bah, tout part directement au réseau et au milieu naturel. Alors qu'à l'inverse, quand on gère l'eau à la source, en cas de pollution accidentelle, on peut très bien traiter la pollution en surface, en excavant une noue, par exemple. J'ai du mal à comprendre les arguments qui peuvent vous sortir en fait là-dessus. En fait, pour eux, en cas de milieu sensible, la solution, c'est de pouvoir confiner la pollution dans un bassin avec une vanne anti-pollution, ce qui permet d'avoir le temps d'intervenir. Ils nous ont pas Ouais. mal questionné sur le temps d'intervention, en fait. Et là-dessus, c'est vrai que clairement, on s'était jamais trop posé la question, on n'est pas organisé pour, hein. Parce que l'argument, c'est OK, si vous pouvez intervenir en 2 heures, vous faites ce que vous voulez. Parce qu'effectivement, comme ça a été dit, vous pouvez très bien dépolluer une noue, un fossé, peu importe, quoi. Le truc, c'est que personne ne peut intervenir en 2 heures. Enfin, Mais apparemment. ça veut dire que dans un bassin, si on n'intervient pas non plus en 2 heures, tout a le temps de partir au milieu naturel aussi, Mais quoi. c'est exactement ce que me disaient les collègues gestionnaires. Ils me disaient, mais en fait, quand tu as une vanne, il faut quelqu'un pour la manœuvrer. Donc, c'est exactement pareil. Donc, c'est un peu du pipeau, en fait, cette histoire. Ouais. Ok. Bon, voilà. Mais Ouais, non, mais on a l'impression de revenir un peu 10 ans en arrière, en fait. Enfin, ça fait ouais, c'est partie de impressionnant. l'histoire. Mais Oui, et pour la blague, parce que chez nous, la Dire West, ils sont assez ouverts. Enfin, donc on les a interrogés comme ça un peu naïvement pendant la réunion en disant, mais alors chez vous, les pollutions accidentelles, parce que la Dire, ils suivent les règles, hein, ils suivent les prescriptions, parce qu'ils nous ont expliqué qu'ils étaient contrôlés, etc. Bref, et donc on leur dit, mais alors chez vous, à la Dire West, vous avez déjà eu des pollutions accidentelles, comment vous avez géré? Et là, spontanément, le directeur, il nous dit, oh là là, bah en fait, on n'en a jamais. Enfin, c'est arrivé une fois en 20 ans, et puis de toute façon, on n'a rien pu faire. On est arrivé trop tard, ça n'a pas marché, enfin, le dispositif, donc tout est parti au milieu. Donc voilà, ça illustre quand même bien. Parce qu'en fait, derrière tout ça, il y a le fait qu'on se focalise sur ce qui se voit, les gros accidents, que ce soit une pollution ou un accident. Et on ne parle pas de la pollution diffuse qui, elle, à bas bruit, quand même contamine les milieux, quoi. Donc, voilà. Si je peux juste me permettre une petite remarque technique sur certaines voiries, quand on a un fossé existant, ce qui peut être intéressant Mm. aussi, c'est de cloisonner régulièrement le fossé, vu qu'il est existant, pour justement traiter les pollutions à la source et infiltrer à la source. Pour confiner. Mm. Et est-ce que ça pourrait pas passer aussi pour déconnecter des pluies? Mm. Euh, alors, c'est parce que l'eau, il va déjà finalement, en fait. Donc, du coup, alors c'est vrai que là, on Mm. va monter en charge dans un espace vert et on l'infiltre, mais ça peut. Je sais que sur un projet, bon, alors, c'était Oui. pas, on n'avait pas de frein là-dessus, hein, mais c'est ce qu'on a pu mettre en place. Et c'est vrai que des fois, juste en venant cloisonner avec des petites buttes de terre dans les fossés,
on peut Mm. avoir des volumes relativement importants à faible coût, quoi. Ouais, c'est juste une Oui, oui, c'est vrai. petite Après, remarque. on rentre dans les discussions d'entretien aussi des fossés avec le Ah oui. département et les Ah oui, opérations de curage. Donc, c'est encore une d'autres grandes discussions avec le département. C'est la fréquence et la force du curage qui sont très problématiques. Aussi, les périodes où c'est réalisé. Donc, aussi, sur l'entretien, c'est une autre thématique assez spécifique et dont les discussions avec le département aussi sont assez compliquées. ouais, ok. Ouais, ça se... ouais. ok. Oui, pourtant, dans le 22, ils sont assez en avance sur la gestion alternative des fossés. Tout à fait, il y a quand même des choses qui se font, qui améliorent la chose, mais en fait, c'est pas partout. Et donc, il y a certains secteurs où ça se fait bien, et notamment en lien aussi avec les collectivités et des techniciens de bassin versant pour animer aussi cette notion de curage en alternance et pas trop profond, du moment qu'en fait, eux, en fait, ils veulent C'est toujours ça. préserver leur structure de voirie. Donc, du moment que la ligne de fossé elle se retrouve sous la structure de Pour voirie, la structure. eux, Mm. ils sont contents. Mais le problème que sur l'entretien, l'huile pelleter, en fait, il n'a pas forcément ces indications. Ouais. Et ben, c'est pareil, quand on est derrière sa pelle, pour montrer qu'on bosse bien, ben, on y va gaiement. Et des fois, on se retrouve avec des curages qui sont comme beaucoup trop sévères et trop Mm. importants. Trop profond, quoi. Ouais. Inviter le département aux présentations Redagio, une suggestion de Benoît. Oui, tout à fait. Je suis pas sûre qu'on ait des représentants de département ce matin. Néanmoins, sachez-le, au sein du réseau Redagio, on discute très bien avec certains départements. Spoiler, pas les Vilaine et pas les Côtes-d'Or, mais d'autres qui aussi, bah voilà, travaillent à aussi changer les mentalités sur ces questions-là. Et ça, c'est quelque chose que nous, enfin, en tout cas au sein du réseau Redagio, on souhaite développer, intégrer les conseils départementaux et leurs services dans le réseau, quoi. Ah, le Finistère, là, bah oui, voilà, c'est ça, je pensais à vous, le Finistère. Vous êtes toujours là avec nous, avec Redagio. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Euh, je voudrais vraiment du coup remercier toutes les personnes qui ont fait des présentations ce matin. Alexandre Servat, bien sûr, d'ingénierie, Vincent Monconvidia au Seine, William Fossé, Olivier Legal et Raphaël Cano de Nantes Métropole, Sophie Gribus de Rennes Métropole. Je vous mets ici, on était 45 et sur plus de 80 personnes inscrites, ce qui pour un premier webinaire est pas mal. Je vous mets dans le clavardage le lien vers le site internet de Redagio parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous tenir au courant des actualités, des prochaines actions qu'on va mettre en place. On a un certain nombre de projets en place, des visites de sites, des modules de sensibilisation, des retours d'expérience, etc., etc. Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir toutes ces informations-là directement dans votre boîte mail. Également, si vous souhaitez que votre structure, que ce soit bureau d'études, même si vous êtes indépendant ou collectivité, puisse comment dire, s'impliquer davantage au sein du réseau Redagio, sachez que la porte est complètement ouverte. Au contraire, discutons-en, parlons-en. Sur cette question-là spécifiquement de concilier la GIEP et la route, entre guillemets, on est aussi preneuse avec Sophie, qui était beaucoup à l'initiative de ce webinaire ce matin, visite de site ou d'un deuxième volet de retour d'expérience sur ces questions-là. Donc, si ça vous branche, si vous avez envie de continuer la discussion et les échanges, si vous avez des questionnements ou des retours d'expérience à faire, vous pouvez m'écrire. Ça passe sur le site internet, vous trouverez le contact très facilement. De toute façon, tout le monde recevra la vidéo complète du webinaire et les présentations. Donc, vous aurez mes coordonnées pour revenir vers moi pour qu'on puisse poursuivre les échanges. Il n'y a pas d'autres questions. Ça va. Merci Ok. beaucoup à tout le monde. Une très bonne fin de semaine à tout le monde. Merci, salut. Salut à Et à tous. Merci. bientôt. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir, bonne fin de semaine. Merci, au revoir.